Alors, je suis en désaccord avec tout ce que Gérald vient de dire. Ah, c'est bon. Vous savez qu'au bureau politique du Parti communiste de l'Union soviétique, il fallait dire « Je suis d'accord avec tout ce que le camarade vient de dire. » Et j'ajouterais. Et là, on pouvait contredire complètement. Hein? Je suis d'accord avec tout ce que le camarade vient de dire. Mais j'ajouterais que donc, ce que Gérald vient de dire, c'est que dans les débats politiques à venir sur des grands sujets, le réseau de l'économie sociale et ses partenaires de tout le mouvement progressiste ont des choses à dire, des propositions à soutenir, des propositions à faire. C'est bien. Mais je pense que charité et solidarité bien ordonnée commencent par soi-même. Et pour que vous soyez en partenariat avec d'autres organisations progressistes pour demander des changements comme ceux-là, il faut aussi que vous existiez vous-même avec vos propres revendications. Parce que la CSN, ils sont bien gentils, puis ils vont être d'accord avec vous pour le transport en commun, etc., mais ils ont leur propre liste de revendications pour leur propre syndicat. Moi, j'ai été lié à un parti politique et je peux vous dire que la saison la plus faste, c'est la saison de préparation des programmes politiques et des plateformes électorales en particulier. Et c'est là que tous ceux qui veulent avoir un changement de politique publique dans les 2 années qui suivront l'élection savent que c'est le moment de se présenter. Parce que c'est le moment où les partis politiques ont les oreilles ouvertes et même parfois sont à la demande d'idées nouvelles. Qu'est-ce qu'on va dire cette année sur l'agriculture? Qu'est-ce qu'on va dire sur la santé? Qu'est-ce qu'on va dire? Et c'est le moment où des idées seront acceptées, d'autres seront rejetées. L'idéologie d'un parti va les amener à rejeter d'emblée certaines propositions. Mais là où il y a de l'ouverture d'esprit, c'est le moment d'entrer dans l'esprit ouvert. Et lorsque je dis que la CSN va arriver avec ses revendications de modification du Code du travail, etc., il faut que l'économie sociale et solidaire arrive avec ses propres recommandations pour le renforcement de sa propre existence dans les cycles suivants. Alors, avant de changer le reste du monde, et il faut, je ne dis pas avant, il faut le faire, mais la meilleure façon de le faire, c'est que soi-même, en étant l'illustration et l'incarnation d'une autre façon de faire de la politique et du social et surtout de l'économique, on soit plus nombreux, plus forts et qu'on détienne une plus grande part de l'activité économique. Et ça, il y a des façons de le faire. Alors, moi, mon grand message, c'est de dire, écoutez, les réseaux, les entreprises d'économie sociale au Québec sont présents, sont très forts. C'est le temps qu'ils s'organisent en force politique. Ça, c'est plus que du lobbying. En force politique, en force visible, en force qui a de l'impact. Et ça veut dire décider, d'ici 1 an, parce que les élections peuvent arriver n'importe quand, d'ici 1 an, quelles sont vos 5 demandes à vous? Pas le monorail, pas le développement durable, à vous, pour être plus fort. Qu'est-ce qui va vous renforcer? D'après moi, les premières choses à faire, et je sais que ça se discute, puis que ça mijote, et puis qu'il y a des choses qui sont en train de venir, mais moi, si j'avais à faire une liste en tant que généraliste, qui ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais je dirais, d'abord, vous devez demander à tous les partis de mettre dans leur programme que avec les transferts d'entreprises majeures qui vont avoir lieu à cause des départs à la retraite de plusieurs propriétaires de PME, qu'il y ait un mécanisme automatique qu'avant une vente à l'extérieur de la famille, il y ait une question qui soit posée aux salariés et aux cadres de cette entreprise, à savoir s'ils veulent l'acquérir sous forme de coopérative ou sous forme d'entreprise privée dont ils détiennent les actions. Ça devrait être une question préalable. Si on vend à Fiston ou à Fillette, très bien. Et si on sort, on devrait dire, hey, il y a un moment où on doit poser cette question-là. Et ça veut dire que les cadres et les salariés, qui souvent n'y pensent même pas, doivent avoir un outil, doit être géré par le CLD local, qui dit, si ça vous intéresse, voici comment ça peut se faire, et voici le mode de financement qu'on peut vous aider à appuyer sur une banque ou une caisse populaire pour faire cette transition. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire, donc pourquoi? Parce qu'on veut plus de membres en soi. On veut plus d'entreprises d'économie sociale et solidaire, on veut plus de coopératives, on veut plus de coopératives de travailleurs. Notre objectif stratégique, c'est que dans une génération, dans l'économie plurielle que nous avons, le pôle dominant, ce soit l'économie sociale et solidaire.
Hein, c'est la réponse à plusieurs de nos problèmes d'écologie, de développement durable, de surconsommation. Ça, c'est l'objectif stratégique. Notre objectif tactique, c'est d'être plus nombreux, plus vite. Alors donc, on dit, on demande ça. Si on veut que ça soit dans la loi, dans la première année de votre prochain gouvernement, est-ce que vous y engagez? Le deuxième article, c'est que s'il y a une entreprise qui ferme, hein, création, destruction, c'est constant. Quand une entreprise qui ferme, on doit avoir une capacité de préemption avant que l'entreprise soit vendue à l'étranger ou qu'elle ferme. Il doit toujours y avoir une préemption possible par les salariés et les cadres sous forme coopérative ou d'actionnariat collectif. 9 fois sur 10, ça ne sera pas possible. Parce que quand l'entreprise ferme, elle se dégage de sa chaîne de fournisseurs et de distributeurs. Mais 1 fois sur 10, ça va être possible. Les salariés et les cadres vont réussir à trouver soit une autre vocation pour l'entreprise, ou soit aller dans un secteur, en fait, qui a son marché localement. Il n'y a pas de raison qu'elle s'en aille au Mexique, en Chine ou au Pakistan à partir du moment où on le reprend. Alors, il y a des conditions, il y a des difficultés, le droit de propriété, où vont les machines, etc. Bon, mais quand même, il devrait y avoir une clause. Même chose pour l'achat d'une entreprise par l'étranger. On devrait toujours se poser la question avant qu'elle parte. On dit toujours, ouais, il faudrait que quelqu'un achète ça. On pense, il faut que Québécois achète ça, il faut que Bombardier achète ça. Oui, mais les salariés puis les cadres, pour acheter ça, eux autres, ils connaissent l'entreprise. Puis si vous voulez augmenter la productivité dans une entreprise, faites en sorte que ce soit les salariés qui soient propriétaires. Vous allez voir qu'ils savent, eux, où est-ce qu'il y avait de la perte. Souvent, c'est dans des cadres intermédiaires dont on n'a vraiment pas besoin si on décide que le profit va venir dans nos poches. Alors donc, ce sont des mesures où on dit, ben, dans les années à venir, nous voulons profiter de l'évolution du capitalisme pour qu'à chaque fois que ça se désagrège, qu'il y ait un point d'entrée pour l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est de dire, écoutez, on représente 7% de l'économie du Québec. 7%. C'est beaucoup. D'autres secteurs industriels qui représentent 2% ou 3%, ils ont leurs écoles de formation. Hein, il y a un truc sur l'aviation, ça c'est très important. Il y a un truc sur le textile. Pourquoi? On me dit à chaque fois que je viens dans des assemblées comme ça, on a un problème, on n'a pas de bons cadres pour l'économie sociale et solidaire. Les gens de HEC ne sont pas formés pour faire ça chez nous. On manque de comptables, on manque de gestionnaires, on manque de financiers. Ben, arriver avec un projet, puis dire, ben, nous, on veut créer l'école de l'économie sociale et solidaire pour former nos cadres, pour faire de la formation continue, puis d'avoir des nouveaux étudiants, puis on veut que ça soit une certification qui soit reconnue par le ministère de l'Éducation, puis on veut ça dans le mandat. C'est pas folichon, c'est concret, ça va vous servir énormément, développer vos compétences. Alors, c'est le genre de revendication que vous devez faire, et vous devez faire en sorte que le passage chez vous, alors la question chez vous, c'est qui ça chez vous? Est-ce que c'est chez Nancy Nintam? Est-ce que c'est chez Louis Favreau? Est-ce que c'est à Front d'Action? On ne sait pas trop. Il faut qu'il y ait un endroit qui soit le porteur, le représentant de l'économie sociale et solidaire. Il y a quelqu'un qu'on aime tous bien dans la salle qui s'appelle Françoise David, qui avait réussi à faire ça quand elle présidait la Fédération des femmes du Québec. Et là, à chaque campagne électorale, les chefs de tous les partis allaient chez le confessionnal à Françoise. Puis elle leur donnait une note. Puis imaginez, je me souviens quand Jean Charest est allé là en 2003, ou en 98. En 98, déjà, il va voir Françoise. D'abord, moi, je dis, quelle erreur politique de la part de Charest d'aller chez Françoise. Parce que c'est sûr qu'à la sortie, elle allait dire, bon, écoutez, je lui donne son bulletin, 2 sur 5, peut mieux faire. Bon. Alors, le bulletin du PQ était bien meilleur, c'était couru d'avance, mais elle avait réussi, par sa présence politique et médiatique, à faire en sorte que c'était une faute politique de ne pas aller voir la présidente de la Fédération des femmes du Québec pour discuter, comme il faut aller voir la CSN, il faut aller voir la FTQ, il faut aller voir le Conseil du patronat. Ce sont des arrêts obligés en campagne électorale. Et c'est des moments de pression, évidemment, de la part de ces forces, de ces organisations qui sont des forces politiques au moment de la détermination des politiques publiques. Alors moi, je dis, où est-ce qu'il faut aller pour l'économie sociale et solidaire? Quelle est votre liste de 5 revendications concrètes à réaliser dans le mandat? En plus, vous appuyez le monorail, c'est bien. Mais c'est pas vous qui le construisez. Hein? En plus, vous appuyez le monorail. Je dirais une chose intéressante. Donc, trouvez-vous, organisez-vous pour qu'il y ait un lieu
une personne, un exécutif national, peut-être ad hoc pour ça, mais en tout cas qui soit votre force politique, votre relais politique. La question est intéressante parce que vous allez trouver, évidemment, si vous rencontrez Québec solidaire, ils sont déjà d'accord avec tout ce que vous demandez. Françoise est là. Ça tombe bien. Elle est revenue dans sabbatique avec son bouquin. Elle lance son livre. Elle lance son livre. Bon. Amir va se sentir moins seul. Il se sentait bien seul. Mais Nancy Nimtam avait réussi à trouver un allié chez les libéraux fédéraux. Hein? C'est probablement pas le Parti libéral fédéral, le parti préféré des gens dans la salle ici. Pourtant, Paul Martin, parce qu'il était député de cette circonscription et qui avait, sur certains aspects, l'esprit ouvert, avait décidé que l'économie sociale, pour la réinsertion, en tout cas, c'était une bonne idée. Et comme ministre des Finances, il a beaucoup aidé. Là, nous, on veut qu'un jour, l'économie sociale et solidaire soit le pôle dominant de l'économie. Puis Paul Martin, c'est pas ce qu'il pense. Mais en attendant, si on a des convergences avec des membres du Parti libéral, de l'ADQ, et qui sont au pouvoir, ben, il faut utiliser ces convergences-là. Il faut frapper à toutes les portes. Il faut frapper aux portes de tous les députés. À un moment donné, si vous voulez avoir un projet de loi qui permet la transmission des entreprises aux coopératives, comme je l'ai dit, puis c'est en débat, allez voir tous les députés, chacun dans vos régions. Parce que moi, j'étais à Québec pendant 5 ans, puis je peux vous dire, ce que personne ne sait, le lobby le plus puissant à Québec, c'est le caucus des députés. Hein? C'est normal, c'est les élus. Les gens pensent qu'ils n'ont pas de rôle. Ils ont un rôle. Quand, moi j'ai vu très bien dans plusieurs cas que le lobby des bingos de sous-sol d'église était allé voir tous les députés du PQ, en tout cas quand j'y étais, et le caucus a imposé la discussion de la réforme proposée par l'Auto-Québec au bingo de sous-sol d'église pendant 3 caucus consécutifs jusqu'à ce que ça change. Hein? Bon. Et on voit, j'ai vu les caucus des députés renvoyer des ministres avec des propositions, leur dire il faut refaire tout ça, etc. C'est pas toujours une force de proposition, mais c'est un excellent frein, c'est un excellent relais d'une promesse électorale aussi. Quand est-ce que cette promesse-ci va être tenue? Il n'arrête pas de venir à mon bureau de député. Hein? C'est quelque part entre le lobby et disons, le harcèlement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Le harcèlement, ça ne marche pas avec les femmes. Ça marche avec les députés. Ça marche avec les députés. Okay? Bon. Ça va? Là? C'est correct? Okay. Alors, donc ça, c'est important. Maintenant, il faut se dire les vraies choses, là. Si aux prochaines élections, le Parti québécois est élu en gouvernement peut-être minoritaire, qui sait, on peut rêver. Majoritaire, on peut être fou. Bon, on ne sait pas ce qui va se passer d'ici l'élection. Ben, si le Parti québécois est élu, évidemment, il va regarder la liste que vous allez proposer, puis il va mettre presque l'intégralité immédiatement. Ça, je veux dire, c'est comme dans du beurre avec le PQ. S'il est minoritaire, puis que ça prend 2 autres députés pour former la majorité, puis ça se trouve être Françoise et Amir, ça va être ça. Mais Françoise ne sera pas première ministre. Il faut se dire ça, elle ne sera pas première ministre. Ça se peut que Pauline soit première ministre. Si c'est Charest qui est là, ben, l'économie sociale et solidaire va être dans l'opposition pendant encore 5 ans. Si c'est Legault qui est là, moi j'ai bien vu dans sa plateforme économique, qui est relativement interventionniste, de nationalisme économique, l'économie solidaire n'apparaît pas. Ça ne fait pas partie de son écran radar. Vous pourrez le convaincre probablement de mettre quelque chose, mais c'est convaincre quelqu'un qu'on doit convaincre. Votre allié stratégique politique au Québec en ce moment, ceux qui ont créé les CLD et donc qui ont mis au pouvoir dans les régions l'économie sociale et solidaire, c'est le Parti québécois. Alors, je vous le dis parce que personne ne va vous le dire. Hein? Et à un moment donné, il va falloir se rendre compte de qu'est-ce que ce sera 5 ans de François Legault ou 5 ans de Jean Charest si tout le monde déserte le PQ. Bon. Alors ça, c'est pour ce qu'on doit faire immédiatement. Je vous dis, allez tous les voir. Faites mettre, il est possible de faire mettre l'économie sociale dans le programme du futur parti de François Legault avant l'élection. 1 minute. Alors, j'ai presque terminé mon introduction. J'avais bien parti pour conclure. Je vais simplement ajouter que sur l'international, je pense qu'une voie que je vous suggère d'examiner, c'est celle que j'ai proposée dans mon livre « Imaginer l'après-crise ». On sait que la responsabilité sociale des entreprises,
c'est extrêmement limité. On a fait beaucoup de travail, puis on est à peu près au maximum de ce que ça peut donner dans une minorité d'entreprises. Il y a 3000 grandes entreprises qui en font et qui sont affiliées au Global Compact de l'ONU. Il y a 70 000 entreprises qui n'y sont pas, transnationales. Alors, on est à la limite. À mon avis, ce qu'il faudrait imaginer, c'est un traité international sur la triple reddition de comptes. C'est-à-dire de dire qu'à partir de dorénavant, nous proposons que toutes les entreprises transnationales qui sont sur notre territoire et sur le territoire de tous les signataires aient l'obligation de rendre des comptes sur la triple reddition de comptes. C'est-à-dire, évidemment, sa rentabilité économique, la réduction de son empreinte écologique et le respect des droits du travail dans son entreprise et dans la chaîne de sous-traitants. Et à partir du moment où on dit qu'il doit rendre des comptes à ces trois niveaux-là, et, élément clé, la rémunération de ces hauts dirigeants doit être liée à la satisfaction des objectifs des trois. Ça, il y a une entreprise, à ma connaissance, qui le fait, c'est Danone. Danone, son PDG, ses principaux officiers sont payés, ont leur prime en fonction de la satisfaction, évidemment, de la rentabilité économique, de la réduction de l'empreinte écologique et du respect des droits sociaux. Et si on réussit à créer ce traité et à faire en sorte qu'au moins 20 pays le signent et à pouvoir intervenir, parce que les États-Unis ne signeront pas, la Chine non plus, l'URSS non plus, mais les entreprises transnationales ont cette beauté qu'elles sont transnationales. Et que donc, de façon extraterritoriale, on peut dire, écoutez, vous ne respectez pas la triple reddition de comptes aux États-Unis, vous êtes ici, vous pouvez être sanctionné selon le traité. Donc, pour moi, c'est une façon de faire progresser plusieurs de nos objectifs à l'intérieur de ce qui reste du capitalisme, et pour l'instant, il en reste énormément, en attendant que nous, petit à petit, on ait atteint notre objectif stratégique. Je vous remercie. Bravo. On a fait un 13 minutes et demie. Ah, je vais regarder. Ouais, j'ai pas.